s'intéresse à la thérapie basée sur la mentalisation, qui est un modèle que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, un modèle qui vient de l'école anglaise et notamment développé par Peter Fonagy et Anthony Bateman, et qui ont créé un mouvement théorique et avec des pratiques de soins innovantes, initialement centrées sur les troubles de la personnalité borderline, mais par la suite, ce modèle commence à diffuser sur d'autres pratiques de soins, avec un changement important dans les pratiques de soins et avec un mouvement plus général qui nous invite à réfléchir sur les pratiques de soins dans différents contextes cliniques. Donc, le réseau a été créé pour diffuser la pratique des thérapies basées sur la mentalisation, et donc un volet qui est un volet de formation, un lien avec l'University College de Londres, l'Université de Genève et l'Université de Versailles, mais à côté des activités de formation à la pratique de la thérapie basée sur la mentalisation, le réseau développe aussi des activités scientifiques et des activités de recherche dans le domaine de la mentalisation. Et donc, chaque année, nous proposons de faire une soirée, une conférence qui réunit des experts sur un domaine spécifique ou un lien avec la mentalisation. L'année dernière, nous avions eu une rencontre très intéressante entre Peter Fonagy, l'un des développeurs du modèle, et Philippe Jamet, autour de la réflexivité qui est au cœur du modèle TBM. Cette année, nous avons choisi un sujet qui est un sujet un peu différent, dans le sens que c'est un domaine qui est à l'interface de différents courants de clinique et de pensée. Et en particulier, c'est donc aussi les troubles de l'attention. C'est particulièrement intéressant, c'est un domaine qui se développe de plus en plus, qui rentre dans le cadre des troubles du neurodéveloppement, mais c'est un trouble qui implique également les adultes, avec des options thérapeutiques qui ont été beaucoup nourries par une pensée neurobiologique, avec des prescriptions et des propositions pharmacologiques, alors qu'on sait dans la pratique clinique que la dimension des émotions, la dimension des aspects liés au développement de sentiments de soi est au centre, au cœur de cette problématique. Donc, l'idée de cette, de cette soirée, c'est de dialoguer, de faire dialoguer deux experts autour de cette idée de quelle est la place des psychothérapies et en particulier les psychothérapies qui mettent l'accent, comme la thérapie basée sur la mentalisation, mettent l'accent sur les émotions comme un élément clé du fonctionnement. Et je pense qu'on verra jusqu'à quel point les émotions sont au cœur de cette problématique des troubles attentionnels. Donc, nous avons deux experts, donc Martin Debané, qui est le fondateur du réseau des thérapies basées sur la mentalisation et qui est professeur à l'Université de Genève en psychologie et psychopathologie du développement, et également professeur à l'University College de Londres. Et nous avons un deuxième intervenant qui est pédopsychiatre, qui est Bruno Falissard, qui est professeur de biostatistique à l'Université de Paris-Saclay, qui est un expert en méthodologie et également passionné par les questions d'interface entre pratique clinique et réflexion épistémologique, outre être un chercheur qui a une expertise spécifique dans les évaluations des psychothérapies et qui est responsable d'un centre de santé, d'épidémiologie et santé publique, le CESP à Paris, qui est un centre de recherche qui réunit un grand nombre d'équipes de recherche dans le domaine de la santé publique et avec des équipes de psychiatrie et pédopsychiatrie. Voilà.
Donc, je m'arrête là pour cette introduction. Donc, je vais d'abord donner la parole à Martin Desbanets, qui va présenter son intervention pour une demi-heure, et puis également à Bruno Falissard, qui va réagir et proposer des réflexions autour de ce thématique. Alors, m'accompagne dans cette animation de la soirée le professeur Nader Perrou, qui est professeur de psychiatrie à l'Université de Genève et responsable d'une unité qui s'appelle l'unité des troubles de la régulation émotionnelle et qui a une double expertise dans les troubles de la personnalité et dans les TDAH de l'adulte et qui est également expert de la mentalisation et a développé avec Martin des modèles d'intervention dans les TDAH adultes de type basé sur la mentalisation, dont il pourra sans doute nous dire un certain nombre d'éléments dans la discussion qu'on aura après les interventions. Alors, tout le monde a la parole après pour discuter, poser des questions. Vous avez également la chat sur laquelle vous pouvez envoyer des messages qu'on essaiera de relayer s'il y a des questions qui se rapprochent ou des questions spécifiques à poser à nos intervenants. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et merci à tous d'être là et à nos intervenants d'animer et de participer à cette soirée. Alors, juste Merci Mario. un rappel de fermer les micros pendant les conférences pour éviter des bruits qui peuvent être gênants pour les conférenciers. Merci. Nader, est-ce que tu veux dire un mot avant de commencer, avant que je commence? Non. D'accord. Bon, alors bonsoir à toutes et à tous. Merci de vous joindre à nous en une heure si tardive. Nous avions imaginé prendre l'apéro tranquillement à Paris et ensuite procéder à cette conférence, mais depuis la surprise, la crise sanitaire et autres nous ont tous frappés et puis on est néanmoins vraiment heureux de pouvoir se rencontrer ce soir. Je t'interromps, Martin. Je n'ai pas le Oui. micro, je suis désolé. D'accord. Donc voilà, c'est tout. Donc je voulais juste me dire, je suis ravi d'être là et puis de pouvoir animer avec Mario. On m'avait bloqué le micro, évidemment, je parle trop. Donc je suis ravi de vous entendre tous les deux ce soir et puis je vais participer au débat tout à l'heure. Voilà, c'est tout. Merci. Bonne présentation. Ok, merci Nader. Voilà, donc du coup, je vais commencer avec une introduction du sujet de ce soir, mentalisation, attention et émotion, et quelle est la place pour la psychothérapie chez les adolescents et adultes avec un trouble d'attention, avec ou sans hyperactivité. Et on avait pensé à cette question à l'origine qui semblait tout à fait abordable, et c'est vrai qu'en la préparant, j'ai vu beaucoup plus de complexité qu'il n'y paraît. Mais avant ça, dans le contexte actuel, je me dois quand même de vous donner une information extrêmement importante qui est la suivante. C'est que le TDAH est aujourd'hui officiellement reconnu comme un facteur de risque à l'infection au COVID-19. C'est publié dans un journal tout à fait respectable et respecté, Journal of Attention Disorders. Ce n'est pas une blague. C'est une étude sur un échantillon de 14 000 individus qui ont été, en fait, dont les dossiers qui sont logés dans une compagnie d'assurance ont été étudiés entre le 1er février et le 30 avril. Donc, on est sur la première vague du COVID-19. Et sur les 14 000 à peu près individus, environ 10% ont testé COVID positif. Et les facteurs de risque ayant été trouvés pour être COVID positif étaient le fait d'être plus jeune et d'avoir, contre toute attente, un trouble diagnostiqué de TDAH. Alors, les auteurs ont été plus loin et ils montrent qu'en fait, de tous les sujets qui ont un diagnostic de TDAH, ceux qui ne prennent pas leurs médicaments vont être plus à risque du COVID-19
que ceux qui prennent leurs médicaments. Et comment ils savent qu'ils prennent leurs médicaments? Ils ont calculé ça à travers les factures, le remboursement d'au moins 3 prescriptions sur une période de 6 mois. Et donc, les auteurs concluent que, le TDAH est un facteur de risque pour l'infection COVID-19 et que le traitement améliore cet effet. Donc, je me réjouis d'entendre mes collègues psychiatres parler de ça. D'ailleurs, j'ai demandé à un de mes collègues psychiatres, lui-même autodiagnostiqué TDAH, je lui ai demandé un témoignage à ce sujet. Et contre toute attente, il m'a donné un témoignage qui a été pour moi fort informatif, peut-être même un peu énigmatique. Il dit « Oui, non, mais c'est tout à fait normal, me dit-il. Moi, quand ma femme a été diagnostiquée COVID positive, je me suis mis à lui rouler des galoches juste pour choper le virus. » Alors, je me suis demandé qu'est-ce que je devais répondre à ce moment-là. A, faisons un exercice de contrôle de l'impulsivité. B, je te comprends parce que si effectivement tu ne le chopes pas tout de suite, c'est 1 mois à la maison avec les enfants. C, est-ce que c'est difficile de penser qu'ils sont à la maison et pas toi? Ou D, peut-être faire une petite remédiation cognitive. Bref, je ne sais pas quelle aurait été votre réponse, mais la mise en lien de ces 2 informations nous indique que pendant ce temps-là, l'écart entre la recherche, c'est-à-dire les chiffres et les statistiques, et la clinique, c'est-à-dire l'individu et son contexte, perdure. Bien sûr, c'est toujours un défi d'essayer de lier la phénoménologie et les statistiques. Et ce soir, je vais moi-même tenter d'essayer de réduire cet écart, probablement que je vais le faire d'une manière, j'espère, pas trop maladroite, avec l'idée que l'attention, la mentalisation et les émotions sont reliées et que la psychothérapie a peut-être un rôle à jouer dans cette liaison qui entraîne parfois des souffrances psychologiques. Donc, définissons d'abord les termes. Qu'est-ce que la mentalisation? Je crois que vous êtes plus ou moins toutes et tous familiers avec ce concept. Néanmoins, sur un format webinaire comme ceci, on a envoyé des invitations de manière assez large. Donc, je vais quand même m'assurer qu'on est tous d'accord sur le terme. La mentalisation va impliquer toute une série de processus gérés par l'imagination qui ont comme but de faire sens du comportement, soit de soi-même ou soit d'autrui, en termes d'états mentaux et tensionnels. D'accord? On va d'abord regarder une petite vidéo qui illustre la mentalisation, puis après ça, je pourrai vous la définir de manière encore plus précise. Alors, on a peut-être 1 minute et demie de vidéo qui illustre vraiment ce processus imaginatif pour faire sens du comportement, et je vous demanderai de porter votre attention là-dessus si vous arrivez à repérer les moments de mentalisation. Martin, on n'entend pas la vidéo. Il n'y a pas de son à la vidéo. Vous n'entendez pas la vidéo? D'accord. Okay. Premier couac technique ce soir. Alors, je vais peut-être vous faire un descriptif. Vous connaissez peut-être cette vidéo qui vient du film Vice Versa. Et l'idée ici, c'est qu'il y a une scène où les 2 parents demandent à
une petite fille, enfin une jeune fille qui a commencé une nouvelle école récemment, comment s'est passée sa journée. Et on entre dans l'esprit des personnages pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Et ce qui se passe dans leur tête, justement, la mise en activité de cette imagination, notamment sur un personnage où vous pouvez deviner un petit peu, puisque vous pouvez le mentaliser, il s'agit d'un personnage qui est en colère. Ici, en termes d'état mental, on va parler d'un état mental qui est essentiellement polarisé sur l'affectivité et qui est très automatique. D'accord ? Notre personnage, qui est le personnage ici, qui affiche une mine comme ça, plutôt centrée sur ses propres intérêts et qui fait mine de s'en foutre, disons, des autres. Et enfin, on peut prendre cette scène où, en fait, le papa, qui est dans une rêverie, donc, qui est à l'intérieur, interne, hein, pense un petit peu à ce qui se passe un peu dans sa tête, son imagination, en train d'imaginer un match de football, commence, lui, à percevoir dans son champ externe les signaux de son épouse qui lui dit « mais allez, parle à ta fille, demande-lui comment est-ce qu'elle a passé sa journée. » Du coup, il s'ajuste et va porter attention à cette information, comprendre les intentions derrière le visage de son épouse et essayer d'agir d'une manière qui est appropriée. Évidemment, ça ne se passe pas comme il faut dans cette scène, puisque le papa demande à la petite comment ça a été, elle répond d'une manière un peu intempestive, lui-même se fâche, il tape sur la table, elle monte dans sa chambre et son épouse est totalement désespérée. Ce qui montre que lorsque il y a une difficulté à s'accorder sur les signaux, sur les intentions, il y a plus souvent qu'autrement des débordements émotionnels. Et que c'est au cours du développement, notamment dans les relations précoces, qu'on apprend à mentaliser et qu'on apprend à essayer d'utiliser toutes ces fonctions pour pouvoir bien interpréter les signaux et être sensible aux états émotionnels des uns et des autres. Qu'est-ce que la mentalisation, qu'est-ce que l'attention à avoir dans ce processus développemental? Tout d'abord, on sait que ces premières relations vont avoir un impact sur les mécanismes attentionnels. C'est souvent les parents qui vont, de par leurs gestes, de par leur propre intérêt, de par leur manière de réfléchir à ce qui se passe dans la relation, vont attirer l'attention des enfants et vont aussi les aider à développer leur contrôle attentionnel. Mais il y a aussi, bien sûr, des éléments tout à fait constitutionnels ou génétiquement médiés qui participent à cela. La capacité de se représenter les émotions aussi va constituer un acquis développemental, va avoir une trajectoire développementale. Et toutes ces fonctions dont on a parlé, de porter son attention sur l'affect, de porter son attention sur les pensées, de porter son attention sur l'autre ou sur soi, de se voir de l'extérieur, voir l'autre de l'intérieur, va tranquillement se développer au cours de l'enfance. Là où j'aimerais souligner quelque chose qui va être important concernant le TDAH, c'est que cet entraînement à la mentalisation va s'allier avec le développement d'un intérêt pour ce type d'information. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que plus on est dans un environnement où il devient plaisant, où c'est un jeu de penser à qu'est-ce que les uns et les autres voulaient dire, comment est-ce qu'on peut comprendre les comportements en termes d'états mentaux, d'émotions, d'intentions, plus ce jeu devient utile pour se comprendre les uns et les autres et aussi gratifiant. Si pour toutes sortes de raisons, ce jeu-là est moins exploité, utilisé, entraîné, eh bien, du coup, ce type d'information-là va
potentiellement avoir une moins grande importance pour l'individu. Donc, l'idée, c'est qu'on se développe, on apprend à mentaliser pour penser à ce qu'on a dans la tête et ce que les autres ont dans la tête, et que l'utilité de cette mentalisation, elle a deux grandes utilités. D'abord, gérer ses propres émotions, c'est-à-dire que le fait de mettre en mots, le fait de comprendre les intentions et le pourquoi les gens font ce qu'ils font, aide à gérer les émotions et aide aussi à la communication sociale. Et comme vous pouvez l'imaginer, l'addition de la gestion des émotions et de la communication sociale contribue à la résilience, à la salutogénèse. Qu'est-ce qu'on veut dire par salutogénèse? Essentiellement à la santé mentale. Donc, au fond, la perspective de la mentalisation est de dire que des difficultés de mentalisation ne sont pas une cause de la souffrance psychologique. Par contre, elles sont un outil en moins pour générer la santé mentale. Et si on a en moins un outil pour générer la santé mentale, on se retrouve donc plus vulnérable pour de la psychopathologie. Donc, en quoi cette approche centrée sur la mentalisation est-elle pertinente au TDAH? D'abord, il y a un débat qui est un peu... il est ancien, mais il est encore tout à fait actif. C'est de savoir qu'est-ce qui vient avant quoi, l'œuf ou la poule. Est-ce de dire que finalement, si j'ai une difficulté de régulation de mes émotions, si j'ai des conflits affectifs, est-ce que c'est ça qui crée au fond mes problèmes d'attention, qui est une perspective psychodynamique traditionnelle, ou à l'inverse, la perspective neurodéveloppementale qui suggère qu'en fait, les problèmes d'attention, de contrôle exécutif et autres sont en fait le trouble primaire et qu'ils vont avoir un effet sur tous les processus de régulation de soi, notamment les processus émotionnels. Et si moi, personnellement, j'étais un fervent défenseur de cette première perspective, je dois dire qu'au contact de cette population consultante avec un TDAH, au travers notamment de travaux cliniques et de recherche, je commence à mieux percevoir aussi cette perspective et peut-être aussi voir les liens entre les deux perspectives, et c'est ce que je vais essayer de vous présenter ici. Donc, il y a une chose qui est certaine, c'est que le TDAH a une héritabilité très importante. Ça a été montré dans de nombreux travaux. Maintenant, cette héritabilité-là, elle ne s'est pas, entre guillemets, levée le matin en lisant le DSM ou la CIM-10, c'est-à-dire les manuels psychiatriques. Elle ne s'est pas dit, tiens, je vais coder pour le TDAH. Il est fort probable que ces soubassements génétiques, en fait, vont probablement conduire aussi à des capacités adaptatives. Elles sont là pour quelque chose, une perspective évolutionnaire, notamment vers un style qui est plus orienté vers une récompense assez contingente et plus immédiate, et aussi un désir d'exploration qui impacte fortement l'individu. Plusieurs conséquences positives sont aussi associées à cette base génétique, notamment la créativité, la possibilité de grandes réalisations, notamment au niveau physique. On sait qu'il y a de nombreux sportifs élites qui sont diagnostiqués avec un TDAH, et en particulier une capacité des fois complètement accrue d'être capable de se focaliser, c'est-à-dire être capable d'entrer dans une attention extrêmement focalisée et précise. Donc, ce trouble de déficit d'attention, en quelque sorte, est mal nommé puisque, en fait, il ne s'agit pas d'un déficit autant probablement qu'une dysrégulation avec des visages très différents selon les contextes. Un autre visage est celui de la difficulté du contrôle de l'attention dans certains contextes qui vont mener
à l'impulsivité et à l'inattention, qui sont les symptômes, disons, clés du TDAH. On va appeler ça le phénotype cognitif. Ce phénotype cognitif, en lien avec l'autorégulation et la mentalisation, va poser un certain nombre de problèmes ou un certain nombre de défis, en tout cas, à l'autorégulation. Et non pas la réglementation, mais plutôt la régulation, désolé. Et puis ensuite, ce qui nous intéresse particulièrement, nous, je vais vous dire pourquoi tout à l'heure, c'est l'impact, en fait, que ces défis de régulation et de mentalisation vont avoir sur toute la sphère interpersonnelle, sociale, en particulier fonctionnelle chez l'adolescent plus âgé et le jeune adulte jusqu'à l'adulte. Donc ici, c'est un modèle sur lequel on travaille avec Nader Perroux. On va y ajouter aussi les aspects génétiques, neurobiologiques et psychobiologiques. Je ne vais pas entrer là-dedans puisque ce qui m'intéresse plus, c'est de vous parler de la fonctionnalité. Pourquoi est-ce que ça m'intéresse de vous parler de la fonctionnalité et non pas des symptômes attentionnels? Parce qu'on sait que de l'adolescence à l'âge adulte, les symptômes d'hyperactivité et d'impulsivité vont assez naturellement diminuer. Et ça, c'est les études longitudinales qui nous apprennent ceci. Ce qui va monter, par contre, ce sont toutes les comorbidités associées. Et aussi, on voit que l'inattention va monter, voire rester stable au cours de la vie. Donc, du coup, de se focaliser sur la symptomatologie d'attention ne va peut-être pas répondre aux besoins, en fait, des individus. D'autre part, les mêmes études longitudinales nous enseignent que le trouble lui-même, c'est-à-dire l'ensemble des diagnostics, des symptômes, des critères symptomatiques qui mènent au diagnostic, le trouble tend à disparaître, c'est-à-dire qu'il y a étant donné qu'il y a moins de symptômes, les symptômes ne traversent de moins en moins ce seuil diagnostique. Néanmoins, ça ne veut pas dire que les difficultés ne perdurent pas. Pour presque 7 personnes sur 10 qui auront un diagnostic comme enfant, vont avoir toujours des difficultés fonctionnelles, notamment de régulation émotionnelle et notamment dans la sphère interpersonnelle et professionnelle, et qui va perdurer et miner leur développement. Donc, ça va être plutôt ça qui va nous intéresser en termes de clinique et aussi de cibles cliniques. Donc, y a-t-il des études qui vont parler de mentalisation et d'attention? Je vais vous... toute une série d'études qui parlent de différentes fonctions de mentalisation plus précises, mais je vais vous parler de 2 études que nous avons menées ici à Genève. Donc, la première étude a impliqué Elena Pozdiak de notre groupe, qui a en fait regardé quel était le rôle de l'âge, du genre et aussi de diverses difficultés psychologiques dans cette capacité à attribuer des états mentaux, c'est-à-dire à mentaliser. Et la manière dont elle a fait ça, c'est en utilisant un instrument qui s'appelle la masque. En fait, c'est un film qu'on vous présente où on fait des arrêts sur image et on vous pose des questions au sujet de ce qui est en train de se passer pour que vous puissiez imaginer qu'est-ce qu'il y a dans la tête des personnages. Donc ici, on a Ben avec un pull vert qui est en train de parler à Anna et il discute de ses vacances en Suède. Michael, lui, arrive ensuite, il interrompt la conversation, il domine la conversation avec Anne. Okay. Ensuite, un peu ennuyé par les histoires racontées par Michael, son style un peu dominant dans la conversation, Anne regarde dans la direction de Ben et ensuite elle demande à Michael « Tu as déjà été en Suède ?» Et c'est à ce moment-là qu'on poserait une question pour vérifier votre mentalisation. Pourquoi Anna ou Anne a demandé cela à Michael? Pour intégrer Ben à la conversation, pour vérifier si Michael a été en Suède, pour reparler de la Suède, ou pour pouvoir comparer les 2 garçons.
Alors, si vous avez dit pour pouvoir comparer les deux garçons, ça s'appelle de l'hypermentalisation, c'est-à-dire que vous attribuez plus d'états mentaux à Anna que ce qu'il est donné à voir. Si vous avez imaginé intégrer Ben à la conversation, c'est une mentalisation qu'on va appeler calibrée, puisqu'elle tient compte des différents signes dans la dynamique interpersonnelle pour essayer d'inférer d'une manière provisoire qu'est-ce qui pourrait être dans l'esprit de Anne. Donc, la question, encore une fois, d'Elena était de savoir, mais au fond, par rapport à cette capacité de mentalisation, est-ce que c'est les problèmes attentionnels, les problèmes d'agressivité, les problèmes de dépression ou les problèmes d'anxiété ou les problèmes de plaintes somatiques qui minent en fait une capacité à mentaliser telle que mesurée par la masque? Les résultats sont tout à fait parlants puisque on a trouvé deux résultats significatifs des variables cliniques et le plus significatif d'entre eux était les difficultés attentionnelles. C'est lorsque les adolescents avaient des difficultés attentionnelles prononcées qu'ils avaient plus de difficultés à faire cette tâche. De manière tendancielle, l'aspect du retrait social et de la dépression était aussi significatif, mais lorsqu'on met toutes les variables ensemble, c'est surtout les difficultés attentionnelles qui dominent. Ce qui confirme en partie le modèle qu'on est en train de développer avec Nader, c'est de dire que finalement, les difficultés attentionnelles et de mentalisation vont interagir et probablement que les difficultés attentionnelles vont poser un obstacle à l'exercice de la mentalisation chez l'adolescent. On a également regardé la mentalisation chez des adultes cette fois, et on a comparé deux groupes de patients avec diagnostic psychiatrique, un groupe de patients avec TDAH et un groupe de patients avec trouble de la personnalité limite dit borderline. Et on sait que les patients avec trouble de la personnalité limite dit borderline sont ceux qui ont les difficultés d'attention les plus prononcées parmi les patients avec diagnostic psychiatrique. Ce qu'on a trouvé dans cette étude, c'est qu'au niveau de la mentalisation, et en particulier de la faible utilisation de cette information des états mentaux, rappelez-vous au début je vous disais, mais au fond, est-ce qu'ils ont du plaisir ou ils ont une facilité ou une envie d'utiliser cette information pour expliquer les comportements? Les individus avec TDAH se placent entre ceux sans diagnostic et ceux avec beaucoup de difficultés de mentalisation, c'est-à-dire ceux qui ont un trouble de la personnalité borderline. Pour les patients qui ont un trouble de la personnalité borderline avec TDAH, on voit que la combinaison des deux troubles confère un encore plus grande difficulté à mentaliser. Donc, on a des associations actuellement entre le TDAH et la mentalisation. Et du coup, qu'est-ce que ça nous amène à dire au sujet de la psychothérapie et chez les adolescents et adultes TDAH? C'est une question qui est complexe puisque lorsqu'on parle de psychothérapie, en particulier pour le TDAH, on va se poser la question de quelles sont les cibles et quels sont les mécanismes qu'on croit qui vont aider l'individu. Et lorsqu'on parle des TDAH, quels sont les effets? Donc, on connaît les symptômes du TDAH, mais comme j'ai dit tout à l'heure, s'agit-il vraiment d'un déficit? Est-ce que le trouble attentionnel est un trouble primaire? Et est-ce que c'est toujours un trouble qui est à proprement parler neurodéveloppemental? Il y a des données qui suggèrent qu'on serait probablement disons, mieux informé de parler de dysrégulation attentionnelle, que le trouble attentionnel lui-même peut être souvent secondaire à des troubles cognitifs plus spécifiques, notamment des troubles de l'inhibition, des troubles dysexécutifs ou d'autres troubles.
et que, en fait, cet aspect neurodéveloppemental est moins continu qu'on le croyait, parce que lorsqu'on suit des individus avec ce trouble, on voit qu'il y a des discontinuités entre les moments où ils présentent des symptômes cliniques et d'autres où ils ne présentent pas de symptômes cliniques. Et parfois même, il y a des émergences tardives, c'est-à-dire c'est des troubles qui peuvent, dans certains cas, commencer plus tard dans le développement, à l'adolescence ou même au début de l'âge adulte. Et donc, il y a plusieurs trajectoires. Ça, c'est la trajectoire classique du TDAH persistant qu'on s'imaginait pendant plusieurs années. Mais il y a toute une série d'autres trajectoires possibles, notamment avec des rémissions, avec des manifestations éventuellement sous seuil qui se manifestent plus clairement à l'âge adulte. Donc, il y a différents types de trajectoires et les études longitudinales continuent à nous donner des informations là-dessus. Je vais passer. Un point absolument important, c'est de dire que le TDAH vient assez rarement seul. Dans à peu près 80% des cas ou plus, on a une comorbidité, c'est-à-dire d'autres difficultés diagnostiques psychiatriques associées, comme par exemple des troubles externalisés, comme des troubles oppositionnels ou des troubles du comportement, 25% de troubles internalisés, plus de 50% de troubles des apprentissages et 30% de troubles de tic ou troubles moteurs. Et plus le TDAH est persistant, plus cette comorbidité ici en bleu, les persistants sont en bleu, plus cette comorbidité est importante à tous les niveaux et par rapport à quasiment tous les diagnostics. Et c'est ce que ces graphiques montrent. Donc, du coup, la comorbidité par rapport au TDAH est la règle plutôt que l'exception. Et cette comorbidité-là prédit la persistance du trouble. Et c'est là, en fait, où on en arrive au traitement du TDAH, puisque la plupart des études ont ciblé sur les symptômes attentionnels. Les études ont surtout rapporté des traitements pharmacologiques, mais aussi des traitements non pharmacologiques. L'idée ici, c'est que dans cette méta-analyse de toutes les études de traitement chez les ados et les adultes avec TDAH, études où il y avait un groupe contrôle, on a relativement peu d'études psychothérapiques. On a des études, bien sûr, pharmacologiques. On a des études sur des paradigmes qui sont beaucoup plus des paradigmes d'apprentissage ou des paradigmes de psychoéducation ou des paradigmes d'accompagnement en contexte, mais relativement peu ici d'effets psychothérapiques. Lorsqu'on a ces études, on voit que les tailles de l'effet sont comparables à celles qu'on trouve dans les études pharmacologiques. Donc, l'idée ici, c'est de dire, mais les traitements qu'on a testés jusqu'à maintenant sont soit pharmacologiques, soit basés sur l'apprentissage, mais relativement peu psychothérapeutiques. Et puis, si on met ces informations-là ensemble, il y a une question qui émerge, qui est la suivante. Au fond, le tableau est celle d'un trouble qui vient quasiment jamais seul, plus de 80% avec une comorbidité, où les symptômes d'attention ont tendance à diminuer au cours du développement, et où on se demande bien, mais qu'est-ce qu'on va cibler si on fait une psychothérapie? Eh bien, l'idée ici est de cibler les éléments qui mènent à cette dysrégulation émotionnelle, et c'est là où on retrouve notre aspect de l'émotion, puisque les études suggèrent qu'on doit effectivement être préparé à cibler ces phénomènes pour affronter la comorbidité. Donc, la manière dont Nader et moi avons conceptualisé ces pertes du contrôle attentionnel, ils sont probablement liés souvent à des situations d'effort cognitif important ou d'affect intense. Et c'est à ce moment-là, comme dans la vidéo, où on a des pertes de capacité à prendre en compte les indices externes et internes des états mentaux. Il y a un dysfonctionnement de la mentalisation. Et un dysfonctionnement de la mentalisation, ça vient avec une capacité de réguler ses émotions qui est altérée. Du coup,
une des grandes habitudes dans le TDAH, c'est de se retirer dans des domaines d'intérêt particulier, de décrocher et faire autre chose. À ce moment-là, il y a une incertitude concernant finalement le contenu de la mentalisation, la valeur de l'information des états mentaux. On peut avoir recours aussi à l'hyperactivité ou à des réactions d'impulsivité et qui mènent à des difficultés, notamment au niveau interpersonnel. Donc, l'idée d'un traitement psychothérapeutique serait d'identifier les éléments qui déclenchent ces pertes de contrôle attentionnel et de travailler sur une forme d'autoconscience du traitement de l'information pour caractériser les dysfonctions de la mentalisation, essayer aussi, comme l'ont fait d'autres études, de psychoéduquer sur les liens entre ces aspects attentionnels, les aspects de l'affect et la mentalisation, aider la personne à trouver d'autres solutions que d'une retraite précise dans un domaine d'intérêt particulier, qui souvent est un domaine qui n'apporte pas nécessairement un bénéfice fonctionnel, c'est-à-dire les études ou la formation. Ensuite, essayer de renforcer, travailler sur les compétences sociales interpersonnelles, notamment au travers de thérapies groupales. Et puis, évidemment, la médication joue un rôle important pour permettre effectivement de pouvoir porter attention à ce niveau de complexité, de liaison dans la mentalisation. Je vois déjà que j'ai dépassé, donc je ne vais pas vous parler des études de traitement qui sont en cours, mais je pourrais en parler pendant la discussion. Ça aussi, je vais peut-être en parler simplement dans la discussion. Et pour conclure, finalement, ce que j'ai essayé de vous présenter ce soir, c'est comment est-ce qu'on peut réfléchir dans le TDAH au lien entre attention, mentalisation et émotion, et son lien avec la psychothérapie. D'abord de souligner qu'il s'agit non pas de déficit, mais de dysrégulation attentionnelle qui ont un impact développemental probablement sur le développement même de la mentalisation et qui va conférer un outil en moins pour se réguler. Du coup, propension à développer une dysrégulation émotionnelle va être augmentée par ce biais et la comorbidité va avoir un terrain plus fertile pour venir s'installer. Donc, il y a une logique ici à essayer de travailler sur les éléments qui minent la régulation, la mentalisation étant un de ces processus qui pourrait être bénéfique. Et aujourd'hui, un certain nombre d'études qui sont en train d'étudier l'effet d'une focalisation sur la mentalisation là-dessus. Voilà, je vous remercie de votre attention en cette soirée et je crois qu'on va prendre vos questions ou on va peut-être commencer un dialogue. On va laisser Mario et Nader nous diriger. Merci. Merci Martin. Je ne sais pas si tu veux commencer Mario, mais en tout cas c'était excellent. Donc merci beaucoup pour toute ces questionnements sur les approches psychothérapeutiques dans le TDAH, que ce soit chez l'enfant et l'adulte. Je ne sais pas si on prendra les questions maintenant. Moi, je propose plutôt de lancer Bruno. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mario, puis qu'on fasse une discussion probablement générale après. Tout à fait. Possiblement, peut-être en termes de réflexion, pour que vous ayez ça en tête lorsque vous écouterez Bruno. Martin, tu évoques beaucoup la mentalisation, l'augmentation des capacités à mentaliser chez le patient TDAH. Je me posais la question, et c'est peut-être une question que l'auditoire va pouvoir se poser, c'est est-ce que augmenter les capacités à mentaliser de l'entourage permettrait d'améliorer le devenir des patients souffrant de TDAH? En corollaire de ça, est-ce que les approches familiales pour les enfants, les adolescents et possiblement les approches pour les proches
de patients souffrant de TDAH, dans le sens d'augmenter leur compréhension du TDAH, permettrait l'amélioration des symptômes chez les patients souffrant eux-mêmes de TDAH. Peut-être en trame de fond de penser à ça. Je ne sais pas si Bruno parlera de ça ou pas, mais je serais intéressé d'avoir une discussion là autour. Mario, je ne sais pas si tu veux, avant de lancer Bruno. Non, je pense on peut lancer Bruno, comme ça on pourra par la suite lancer la discussion entre les uns et les autres. Vous ne me lancez pas trop fort alors. Alors Bruno, à toi. Merci et bonjour à tous. Merci de m'avoir donné l'occasion d'écouter Martin. Mario, merci de m'avoir proposé de réfléchir sur cette question super compliquée. Question que je sentais depuis longtemps, mais que j'avais peur, enfin pas peur, hein, c'est pas peur, mais une appréhension à aborder parce que ça pointe le doigt sur le fait que l'hyperactivité, c'est un énorme bazar et que on gère ça tous les jours et qu'on n'a pas forcément envie de mettre du bazar dans ce qu'on gère tous les jours. Mais bon, par moment, il faut s'arrêter pour réfléchir et c'est l'occasion ce soir. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que je n'ai pas les mêmes présupposés épistémologiques que Martin, mais j'arrive exactement aux mêmes conclusions à peu de choses près. Et vous allez voir. Alors, bon, d'abord, l'hyperactivité, franchement, ça fait peut-être plus de 30 ans que je vois des patients hyperactifs. C'est quand même un grand sac de nœuds et ils sont à l'évidence pas tous pareils du tout les uns des autres. Voilà. Alors, on a l'impression qu'ils sont tous pareils parce que dans le DSM, il y a marqué hyperactif. Donc, on les voit, on dit, ils sont comme dans le DSM, ils sont hyperactifs, donc ils sont hyperactifs. Sauf que dans la réalité, ils sont très différents. Alors, on va dire, ah oui, mais c'est parce qu'il y a des comorbidités. Voilà. Alors, bien sûr, dès qu'on ouvre les tiroirs des comorbidités, il y en a des légions, il y a à peu près tous les 10, les troubles de l'humeur, même les personnalités borderline, pourquoi pas, et même des troubles et même l'autisme. Alors, le dernier à la mode, pour moi, complètement fou, mais peu importe. Donc, il y a toutes les comorbidités de la Terre. Et entre nous, quand il y a toutes les comorbidités de la Terre, ça veut dire qu'il y a un problème derrière le diagnostic. Bon, donc du coup, moi, ce que je vous propose dans un premier temps, quand on réfléchit à une pathologie, on va faire un point sur la pathologie. On ne va pas considérer que le DSM dit la pathologie et puis un point c'est tout. Voilà, on est entre cliniciens, on va parler clinique sur des patients. Alors, je vais commencer par un truc qui m'a interpellé, qui n'a rien à voir avec l'hyperactivité, c'est avec l'autisme. Vous savez, les autistologues, ils parlent d'autisme syndromique et d'autisme l'autre. Et alors, vous savez, l'autisme syndromique, ça serait l'autisme pour lequel il y a une cause génétique trouvée. Et l'autisme, l'autre, c'est les autistes, moi que j'appellerais les vrais autistes. Parce que les autistes qui ont un problème génétique, en fait, ils ont un problème génétique. Et ils ont un phénotype qui ressemble à l'autisme. Mais pour moi, les vrais patients autistes, ils n'ont pas de problème génétique. Dans l'hyperactivité, je pense que c'est exactement pareil. Je pense qu'il y a des vrais hyperactifs, purs, on va en discuter. Et puis après, il y a toute une constellation qui ressemble à l'hyperactivité, mais en fait, c'est autre chose le problème. Alors, du coup, que sont les hyperactifs purs? Alors, je vais vous donner mon point de vue à moi, mais quand même, avant de vous donner mon point de vue à moi, je me suis posé des questions. C'est l'intérêt de parler à un séminaire. Et du coup, je suis allé regarder les questions, l'histoire. Vous savez, maintenant, dans tous les manuels sur l'hyperactivité, on fait l'histoire de l'hyperactivité pour dire que ce n'est pas un diagnostic récent, que ça existait depuis toujours et que ce n'est pas une invention des Américains, ce n'est pas pour donner du méthylphénidate, etc. Ça existait depuis toujours. Et on cite toujours l'article de Steele en 1902 dans le Lancet. Voilà, qui serait le premier article sérieux décrivant l'hyperactivité. Figurez-vous que cet article, on peut l'avoir à un clic de souris sur Internet. Donc, je l'ai téléchargé, je l'ai lu. Et il a été republié en 2006 par Journal of Attention, machin, etc. Journal que je ne lis pas, mais j'ai honte, mais c'est la vie. Donc, en tout cas, j'ai lu ce papier de Steele. Et c'est extraordinaire parce que c'est vrai, il est fort. Voilà. Il est fort.
C'est-à-dire, il décrit, c'est un bon clinicien, et il faut être honnête, à l'époque, il y avait plein de bons cliniciens. Mais alors, ce qui est marrant, c'est la façon dont il décrit l'origine de l'hyperactivité. Pour lui, son problème à l'origine, c'est une altération du contrôle moral. Est-ce que toute altération du contrôle moral chez l'enfant est due à une idiotie ou pas? Alors à l'époque, il ne s'embarrassait pas du vocabulaire politiquement correct. Il y avait les enfants idiots et les enfants qui n'étaient pas idiots. Mais vous voyez, on voit très bien ce que ça veut dire. Alors il dit, voilà, il dit, c'est vrai qu'il y a des enfants qui ont une altération du contrôle moral. Et ça, socialement, c'est pas cool. Que ce soit en Suisse ou en France, c'est pas cool l'altération du contrôle moral. Et donc, pour lui, il y a 3 types d'enfants comme ça. Il y a les enfants qui ont une perte du sens moral. Et on voit ce que ça veut dire déjà, hein, perte du sens moral. Il y a des enfants qui sont idiots. Voilà. Donc, du coup, ils ont une altération du contrôle moral parce qu'ils sont idiots, alors ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis, peut-être qu'il y a une altération du contrôle moral sans idiotie, alors qu'il correspondrait à un désordre de la volonté. Donc, à un problème d'inhibition. Mais tout de suite, il dit, et là, c'est là que le titre de votre séminaire, il est extraordinaire. En fait, c'est toujours avec des émotions incontrôlées. Là, quand même, il faut le faire. Hein. En 1902. Alors que l'ADHD, ça n'existait pas, et ça n'existait pas avant des décennies. Tout de suite, il dit, il y a des enfants, mais quand même, altération du contrôle moral à l'origine, hein, ce n'est pas l'inhibition, c'est altération du contrôle moral. Mais il dit, voilà, désordre de la volonté et émotion incontrôlée. Et là, il dit, tiens, et en général, ça se retrouve quand les enfants ont des lésions du cerveau, parce qu'au début du XXe siècle, des enfants qui avaient des lésions du cerveau, il y en avait plein. Et donc, d'habitude, on voit ça là, mais en fait, ça existe aussi pour des enfants qui n'ont pas de lésion du cerveau. De là, l'histoire de minimal brain damage et compagnie et compagnie. C'est-à-dire, ça serait comme si les enfants avaient des lésions du cerveau, mais en fait, ils n'en ont pas. Alors, d'abord, quand même, il faut reconnaître l'extraordinaire finesse clinique de ce bonhomme qui trouve quand même tout seul le phénotype de ce qu'on appelle hyperactivité et tout ce qui tourne autour. Mais néanmoins, il met l'altération du contrôle moral avant tout. Et c'est là qu'on va retrouver tout le bazar qu'il y a dans le DSM autour des troubles externalisés, avec tous les DDD, c'est ADHD, ODD, CD, DMDD, hein, qui sont tous mélangés, c'est-à-dire l'hyperactivité, le trouble obsessionnel avec provocation, les troubles des conduites, et puis le disruptive mood dysregulation disorder, le petit dernier qui ennuie tout le monde, ou qui plaît beaucoup. Voilà, donc on voit que en fait, depuis 120 ans, rien n'a changé. Rien n'a changé. Il y a du verbiage neurobiologique, mais pour moi, c'est du verbiage, ça ne change rien. Et en termes phénotypiques, on en est exactement au même point que la présentation clinique de style. Alors, du coup, pour avancer, je vais vous proposer une observation clinique que j'ai vue hier. Et j'en vois 3-4 fois par an, et chaque fois, ça me scotche. C'est un petit bonhomme qui s'appelle Enzo, il a 5 ans, 10 mois. Il m'est amené par sa maman, il vit seul avec sa maman, ils se sont séparés, les parents se sont séparés alors qu'il avait 2 ans. Culturellement, dans ce type de culture, c'est normal, les parents se séparent, mais il y a la grand-mère et la maman, elle a les pieds sur terre, la tête sur les épaules, elle tient la route, elle s'occupe de son petit Enzo. Bien sûr, j'ai tout modifié, hein, c'est anonyme. Hein. Voilà. Alors, Enzo, développement tout à fait normal, et dès qu'il s'est mis à marcher, il a couru. C'est exactement ce que me dit sa maman. Dès qu'il s'est mis à marcher, il a couru, et là, depuis qu'il s'est mis à marcher, il n'arrête pas de courir. Et donc, à la crèche, il court, il va à l'école maternelle, et dès l'école maternelle, alors en Suisse, vous devez connaître l'histoire d'école maternelle, les enfants en France vont à l'école à 3 ans, on appelle ça la petite section, à 4 ans on appelle ça la moyenne section. En moyenne section, il a dû changer d'école parce qu'il commençait à être maltraité par ses enseignants tellement qu'il bougeait, tellement que ce n'était pas possible. Donc changer d'école en moyenne section de maternelle, j'en vois pas souvent des comme ça. Et alors, je le vois en consultation, et là, c'est extraordinaire. J'ouvre la porte
en 15 secondes, il est derrière mon fauteuil en train de chercher les jouets. 5 secondes après, il prend le téléphone. 3 secondes après, il met les mains dans le trou, passe les fils des câbles de l'ordinateur. Et ça, après, 10 secondes après, il prend la toise pour mesurer la hauteur des enfants, il fait des nœuds avec, et ça, et sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et bien sûr, sa maman est très embêtée, elle dit, mais quand même, et arrête. Je lui dis, non, mais attendez. Et il se retourne vers sa maman, il dit, mais t'es fâché? T'es fâché? Et elle lui dit, mais non, je ne suis pas fâché, mais elle n'en peut plus. Et alors, il y a un écho, mais bon, c'est pas grave. Et si vous voulez, donc, vous avez tous compris, il est hyperactif à la puissance 100, et ça arrive. Voilà, il y a des enfants qui sont. D'ailleurs, c'était très, très étonnant parce qu'elle a amené à une assistante sociale à un moment donné, elle a dit, je vais l'amener en consultation dans l'hôpital, je consulte. L'assistante sociale lui dit, non, non, il ne faut pas faire ça, il va lui donner des médicaments. Et puis au bout de 5 minutes, elle a dit, l'assistante sociale, ah, peut-être qu'il faudrait quand même l'amener à l'hôpital, quand même. Donc ça, c'est l'hyperactivité pure. Mais ce que je vais rajouter de très important, c'est que cet enfant, il était joyeux. Il était heureux dans le box de consultation. Et ça, c'est un élément émotionnel super important pour le diagnostic d'hyperactivité. À l'origine de l'hyperactivité, les enfants sont joyeux, ils sont même plus joyeux que les autres enfants. Et on va revenir sur cet élément qui est un élément crucial et qui est repris par les associations d'adultes hyperactifs. Vous pouvez maintenant, aux US, il y en a plein, où ils disent que l'hyperactivité, ça a des bons côtés. Et parmi les bons côtés, il y a ça. Alors, après, alors le problème, vous allez me dire, et là on va rentrer dans la méditation de pleine conscience, etc., etc. Le problème, c'est le temps. C'est-à-dire, comme on dit des enfants hyperactifs, eh ben, il va trop vite. Voilà, il vit vite. C'est comme si c'était un film accéléré. Et d'ailleurs, c'est vrai que ça ressemblait à ça. Et là, on va rentrer dans la question. Alors, nous, on dit ça. Mais le problème, c'est que nous, quand on parle du temps, on a des idées reçues sur ce qu'est le temps. Et là, je renvoie à un colloque très intéressant qu'il y a eu il y a 15 jours, organisé par Michel Dugnat, normalement à Avignon, mais bon, c'était en ligne comme on est là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il organise un congrès national francophone, la RIP, sur les tout-petits, l'infant psychiatry, comme on dit en anglais. Et ce congrès est sur la temporalité chez le tout petit. Et j'ai entendu des trucs extraordinaires sur. Il y a des études de sciences cognitives fascinantes sur l'apprentissage de la temporalité, même par le fœtus. Enfin, on arrive à faire des expériences sur les fœtus pour voir comment ils arrivent à percevoir le temps à partir des battements du cœur de la mère, des pas, du déhanchement quand elle marche, etc., de la musique qu'elle entend, etc., etc. C'est absolument fascinant. Sauf que j'ai réalisé en étant à ce congrès qu'en fait, on parle du temps pour les tout petits avec notre vocabulaire qui est le vocabulaire d'adulte. Or, figurez-vous, vous savez peut-être pas, mais que la notion de temps existe dans toutes les cultures. Dans toutes les cultures, il existe la notion du temps et dans aucune culture, on ne sait la définir. D'ailleurs, il y a un philosophe qui disait « Ne me demandez pas ce que le temps et je sais ce que c'est, demandez-moi ce que c'est et je ne sais plus ce que c'est. » Voilà, et c'est complètement vrai. Et alors, en fait, la notion du temps est extraordinairement compliquée. Et en fait, le truc, c'est qu'on peut compter les battements du cœur, on peut compter les jours, on peut compter les saisons, et les physiciens s'en sont appropriés. Et du coup, il y a un temps qu'on apprend à l'école et qui est sur une droite avec un instant qui est un instant ponctuel qui n'a aucune épaisseur. C'est ça qu'on apprend à l'école et le temps, c'est comme ça. Et d'ailleurs, j'ai parlé depuis 10 minutes et j'ai mesuré ça avec ma montre qui est en train de tourner. Sauf que pour l'enfant, pour mon petit Enzo, lui, il ne sait pas ça. Ce n'est pas ce temps qui vit là. Et donc là, il faut arrêter, pour vraiment comprendre ce qu'est le temps d'un hyperactif, il faut prendre du recul. Et le recul, il nous est donné par des philosophes. Et pour moi, le philosophe qui a le mieux parlé du temps, c'est un philosophe français à la charnière du 19e et du 20e siècle, qui a dit non, le temps, c'est un truc de physicien. Pour l'humain, c'est la durée qui compte. C'est la durée.
Et en fait, et là, je trouve qu'on va rentrer dans le champ des psychothérapies de mindfulness, c'est que, en fait, le passé, c'est la mémoire. Et le futur, c'est de l'anticipation. Et ce qui compte, c'est l'instant présent. Mais l'instant présent, ce n'est pas ce que disaient les physiciens. L'instant présent, il a une épaisseur. Et c'est ce qu'on appelle la durée. Et alors, c'est intéressant parce que même les neurophysiologistes y trouvent ça, parce qu'en fait, quand on traite l'information, il y a des centaines de millisecondes entre la perception, la mentalisation, etc. Et en fait, tout ça se passe dans une seconde, en gros, voilà. Et en fait, vous voyez, notre espace psychique, il est dans la seconde, en sans arrêt. Sans arrêt. Et donc, en fait, on vit dans une durée. On vit dans une durée, dans une épaisseur du temps. Et en fait, tout ce qui est en dehors de cette épaisseur du temps, en fait, c'est que des fantasmes, ou c'est de la mémoire, ou c'est de l'anticipation. Ça, c'est le premier point. Alors, le deuxième point, c'est qu'au même moment, il y a un autre philosophe allemand qui, en fait, dit que toute conscience est quelque chose, est conscience de quelque chose. Toute conscience est conscience de quelque chose. C'est une phrase très connue. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, dans notre durée, on est conscient, mais quand on est conscient, cette conscience, elle est tendue toujours vers quelque chose. Toujours. On ne peut pas être conscient à plat. Alors peut-être sauf en méditant. Voilà, je vous laisse réfléchir à ça. Mais en tout cas, dans la vie de tous les jours, quand on est conscient, on est toujours tendu vers quelque chose. Et alors là, on va retrouver la psychopathologie, c'est extraordinaire, ces deux concepts de durée et d'intentionnalité. Figurez-vous qu'il y a longtemps, il y a un psychiatre qui s'appelait Minkowski qui disait que l'essence de la dépression, c'est la stagnation du temps vécu. Et pour moi, d'ailleurs, je rajouterais de la dépression névrotique. On n'a plus le droit de dire dépression névrotique, donc je vais me laver la bouche avec du savon après le séminaire. Mais comme on est entre nous, vous voyez ce que ça veut dire. Il y a des gens qui se prennent la tête alors qu'ils ne devraient pas, et ils deviennent malheureux. On appelle ça une dépression névrotique. Ça veut quand même dire quelque chose. Et donc, les gens qui ont une dépression névrotique, c'est vrai qu'il y a une stagnation du temps vécu, et vous voyez, la durée se dilate. La durée se dilate, et l'intentionnalité s'effondre. Le temps stagne, et il n'y a plus d'intention. Eh bien, l'hyperactivité, c'est exactement le contraire. L'hyperactivité, la durée se rétrécit, et il y a un épanchement d'intentionnalité, il y a un débordement d'intentionnalité. Et les enfants hyperactifs, c'est pour ça qu'on dit qu'ils ont un déficit de l'attention. Parce qu'en fait, c'est ça qui est extraordinaire avec les sciences cognitives. Le déficit de l'attention, qu'est-ce que c'est l'attention? Ah c'est les ressources pour la conscience. Mais qu'est-ce que la conscience? La conscience, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Non, en fait, un hyperactif, tout va vite. Pourquoi? Parce que sans arrêt, il veut aller ailleurs, 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 ailleurs. Parce que sans arrêt, son intentionnalité est projetée partout, partout, partout. Et c'est pour ça qu'il a un déficit de l'attention. S'il faut prendre du temps à faire un truc rasoir, il ne va pas le faire. Parce qu'il faut que son intentionnalité aille partout, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc, alors vous me direz, mais c'est bizarre, si la dépression, c'est la stagnation du temps vécu et la baisse de l'intentionnalité, si le contraire, c'est l'hyperactivité, normalement, le contraire de la dépression, c'est la manie, ce n'est pas l'hyperactivité. Ben non, le contraire de la manie, c'est la dépression psychotique, ce n'est pas la dépression névrotique. Le contraire de la dépression névrotique, c'est l'hyperactivité. Le contraire de la dépression psychotique, c'est la manie. Et on va revenir là-dessus tout à l'heure. Alors, bien sûr, il existe d'autres situations où il y a un rétrécissement de la durée. Le traumatisme infantile, une violence sexuelle infantile, vous ne pouvez pas vous installer dans la durée parce que cette durée, cette mentalisation, elle est douloureuse. Sans arrêt, votre trauma revient. Donc, vous rétrécissez la durée et effectivement, des enfants qui ont été victimes de violences sexuelles, ils ont l'air d'être hyperactifs. Et sémiologiquement, c'est très difficile de dire la différence, alors que c'est évident. Ils ne sont jamais joyeux, je vous garantis. Ceux qui ont été violés, ils ne sont jamais joyeux. Et des enfants qui ont des éléments psychotiques, parce que la psychose, ça empêche d'être dans la durée, pareil. Et on a plein d'enfants
qu'en France, on appelait avant disharmonie psychotique, c'est-à-dire, et d'ailleurs avant, dans le DSM-4, c'était trouble envahissant du développement non spécifié. C'est-à-dire des enfants bizarres, voilà, où le moi n'est pas très solide. D'ailleurs, on ne sait plus tellement comment les appeler aujourd'hui. Ah, peut-être DMDD, mais enfin, ça ne marche pas trop non plus. Donc, en tout cas, ces enfants, ils ne peuvent pas mentaliser tellement et ils ont l'air hyperactifs. Mais bien sûr, on voit que le problème, ce n'est pas l'hyperactivité, c'est autre chose. Même s'ils sont hyperactifs, même si on peut leur faire de la mindfulness, même si on peut leur donner des stimulants, ce n'est pas mon problème. Le problème, c'est que c'est comme l'autisme syndromique et pas syndromique, ce n'est pas de l'hyperactivité essentielle. C'est une hyperactivité syndromique. Voilà. Il faudrait dire qu'il y a une hyperactivité syndromique et une hyperactivité essentielle. Alors, j'ai dit qu'ils étaient joyeux. Vous voyez, on est rentré dans les émotions. On rejoint la thématique de la soirée. Ils sont joyeux. Ouais, mais ils ne sont pas que joyeux, il faut être honnête. Au bout d'un certain temps, ils sont frustrés. Et l'intolérance à la frustration, c'est un élément majeur qui va faire partir l'hyperactif en autre boudin. Et pourquoi ils sont frustrés? Parce que leur durée n'est pas compatible avec la nôtre. C'est-à-dire en permanence, il y a de l'intentionnalité. Mais nous, on ne suit pas. Nous, on ne peut pas suivre. Le maître, il ne peut pas suivre. La maman, elle ne peut pas suivre. Personne ne peut suivre. Donc, ils sont en but avec la réalité. Et il y a d'abord une frustration. Il y a une frustration. Je ne vis pas dans un monde dans lequel je peux construire mon intentionnalité. Donc, je suis frustré. Donc, je me mets en colère. Donc, il y a une dysrégulation émotionnelle. C'est ça qu'on dit. Et c'est là que je suis d'accord avec Martin. Je ne suis pas du tout neurodéveloppementaliste. Pas du tout. Mais bien sûr, le primum, c'est le problème de l'attention. Ce n'est pas le problème des émotions. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais cliniquement, ça se voit. C'est une évidence. C'est une évidence. Alors, revenons maintenant aux émotions. Alors, du coup, j'ai cherché, vous voyez, j'ai cherché, la joie, qu'est-ce que c'est? Parce que je les vois joyeux, mes patients, je les vois joyeux. Mais finalement, la joie, c'est quoi? Eh bien, c'est très joli, parce qu'il y a une vraie question, est-ce que la joie, c'est du plaisir? Est-ce que la joie, c'est quoi? Et pourquoi ils sont joyeux, les hyperactifs? Eh bien, c'est le même philosophe de la durée qui a écrit un très beau texte sur la joie et le plaisir. Et je vous le lis, c'est 3 lignes. La joie, ce n'est pas le plaisir. Le plaisir n'est qu'un artifice imaginé par la nature. Imaginé par la nature pour obtenir de l'être vivant la conservation de la vie. Il n'indique pas la direction où la vie lancée. Mais la joie annonce toujours que la vie a réussi, qu'elle a gagné du terrain, qu'elle a remporté une victoire. Toute grande joie a un accent triomphal. C'est extraordinaire comme phrase. C'est vrai que la joie, c'est un triomphe. Et pourquoi l'hyperactif, il est joyeux? Parce qu'il a découvert. Parce que dans sa quête de l'intentionnalité, vous savez que tous les enfants, un enfant a tout à découvrir. À 5 ans, vous avez tout à découvrir. Et vous avez vu, quand un enfant voit un insecte, voit une fleur, il est joyeux. Il a découvert la fleur et l'insecte. C'est émouvant d'ailleurs. Ça nous émeut parce que nous, on est blasés. La fleur ou l'insecte, on s'en fout. Bon, on en a déjà vu 100 000 et voilà. Et où est le problème? Mais pour eux, c'est fascinant. L'hyperactif, il découvre sans arrêt. Donc, sans arrêt, il est joyeux. Et voilà, c'est juste normal. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, Martin a parlé des liens subtils qu'il y a entre hyperactivité et borderline. Et je suis complètement d'accord avec ça. C'est le diagnostic différentiel. Plus ils grandissent à l'adolescence, franchement, il y a des hyperactifs. Entre hyperactivité et borderline, ce n'est pas forcément facile à voir. Et d'ailleurs, il y a des comorbidités d'addiction, etc., etc., etc. Mais pourquoi il y a ça? Pourquoi? Tout simplement parce qu'à force de vivre dans un univers qui vous empêche de réaliser votre intentionnalité comme vous voulez, à force de vivre dans un univers, dans une société qui n'est pas comme vous, vous êtes en but à la réalité. Quand vous êtes en but à la réalité, vous mettez un pied dans la psychose. Il faut appeler un chat un chat. La psychose, c'est quoi? C'est être incapable de vivre dans la réalité. Quand vous ne pouvez pas vivre dans la réalité, vous mettez un pas dans la psychose. Quand vous mettez un pas dans la psychose, vous êtes borderline. Voilà, c'est pas compliqué la psychopathologie.
Alors, on va dire à propos des émotions, mais oui, mais alors les maniaques, bah, ils sont hyperactifs. Alors, c'est très intéressant parce que figurez-vous que quand j'ai vu mon petit Enzo, je me suis dit, tiens, ben ça, c'est ce que disait Marie-Christine Mourin. Elle me disait, autrefois, il y avait un diagnostic qui s'appelait hypomanie chronique de l'enfance. Eh bien, beaucoup de jeunes enfants hyperactifs ressemblent à une hypomanie chronique de l'enfance. Et d'ailleurs, beaucoup de nos collègues nord-américains se sont pignolés à cause de ça en parlant de troubles bipolaires de l'enfant. En fait, non, ils ne sont pas bipolaires. Ils sont hyperactifs, mais ça ressemble à une hypomanie. Mais ce n'est pas une hypomanie. C'est pas une hypomanie. Vous avez déjà vu des patients maniaques. Un patient maniaque, il n'est pas joyeux. Il est excité. Ce n'est pas la même chose d'être excité et être joyeux. Un patient maniaque, il a la joie triste. D'ailleurs, vous savez que la plupart des états maniaques, ils sont mixtes. Il y a de la dépression en même temps dedans. Et on reprend ce que disait Bergson, hein, la joie, c'est une victoire. Un maniaque, il n'a jamais de victoire. Il est aigri, fondamentalement. Et en fait, la manie, ce n'est pas la pathologie de la durée, c'est la pathologie de la joie. Les maniaques sont malades de la joie. Ils sont joyeux, mais ils ne sont pas joyeux. Ils ont la maladie de la joie. Et le diagnostic différentiel, en fait, il est simple. Mais c'est juste qu'il faut penser ça. Et donc, à partir de tout ce que je vous ai dit, moi, je pense vraiment que la méditation de pleine conscience, que ça peut aider effectivement pour toutes les raisons qu'on a dit. Mais je pense qu'avant, il faudrait qu'on soit tous d'accord pour faire un effort de pensée psychopathologique. En fait, l'hyperactivité, c'est plus compliqué que le DSM. Merci. Merci Bruno. Merci Bruno. Je te laisse Mario peut-être commencer. Alors, c'est le style de Bruno va avec l'intérêt des propos que tu as tenus. Et ça, c'est vrai qu'il y a une certaine cohérence entre ce que vous venez de dire, Martin et Bruno, autour de la place que jouent les émotions dans le TDAH. Et c'est vrai que déconstruire le diagnostic syndromique TDAH du DSM nous oblige à une pensée plus complexe. Parce que c'est vrai que tu as évoqué, Bruno, dans la dernière partie de ton intervention, le fait que cet enfant joyeux petit va se confronter à une réalité qui le met en difficulté, qui l'amène vers d'autres troubles. Et là, c'est comme tu évoquais cette dimension longitudinale de la transformation de la symptomatologie en lien avec les conséquences fonctionnelles que ce type de fonctionnement produit sur l'individu et dans un rapport avec l'environnement. Et donc, c'est un peu, il y a quelque chose aussi de commun dans ce que vous avez évoqué autour de cet accent, non sur les symptômes eux-mêmes, mais sur les conséquences et l'ajustement, l'adaptation qui se... Absolument, je suis complètement d'accord avec Martin. D'ailleurs, il l'a dit, hein, en fait, l'hyperactivité, en soi, ce n'est pas une maladie. Hein. En soi, ce n'est pas une maladie. D'ailleurs, c'est ce que disent les patients hyperactifs. On est différents. On est différents. Et à cause de ça, on a des problèmes dans la vie. Mais en soi, ce n'est pas une maladie. Moi, je poserais juste une question peut-être à l'ensemble. Merci Bruno pour la présentation, qui est celle de est-ce que ce que l'on dit pour le TDAH ou l'hyperactivité est vrai pour les autres troubles psychiatriques? C'est-à-dire, est-ce que ce que tu nous as présenté par rapport à la pression, parce qu'on pourrait considérer une pression environnementale sur le fait d'être normal, nous fait considérer les hyperactifs comme une pathologie. Est-ce que cela est vrai finalement pour l'ensemble des troubles psychiatriques? Alors l'ensemble, non, mais je te pose la question et peut-être que je pose la question. Non, mais pour l'autisme, c'est exactement la même chose. Pour l'autisme, c'est exactement la même chose. Exactement. Et c'est pour ça que les appeler troubles neurodéveloppementaux, c'est une catastrophe pour moi. Parce que ça n'est pas un trouble et ce n'est pas neurologique. Ils sont juste différents. Mais
je finis juste peut-être que je finis juste mon explication. Alors, pour les troubles neurodéveloppementaux, ces personnes-là vont grandir en décalage face à leur environnement. C'est aussi par rapport au débat que je pose cette question-là. Donc, ça va les confronter à un environnement dans lequel ils ne vont pas pouvoir s'épanouir par rapport à leur fonctionnement. Et ceci génère chez l'adulte, parce que moi qui suis un psychiatre d'adulte, des problématiques auxquelles on est confronté. C'est que c'est des patients qui, même s'ils n'ont pas de comorbidité, à l'adulte, vont être en décalage par rapport à la société et vont se retrouver finalement dans les mêmes cas de figure que des patients qui ont des psychoses sévères ou qui ont une schizophrénie, un trouble bipolaire très sévère, à la rue, en hôpital psychiatrique et autres, sans forcément avoir une comorbidité, qu'elle soit dépressive ou autre. Oui, mais avant, on disait ça des gauchers. Les gauchers, ils avaient un trouble neurodéveloppemental. Ils étaient différents et, et ils étaient à l'envers. Et les gauchers, ils étaient malades. Et on les rééduquait, on les forçait à travailler avec la main droite. Et ils étaient handicapés après. C'est exactement pareil. Je suis d'accord. Je ne dis pas que c'est vrai ou faux. Je pose la question, et finalement, ma question est qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, nous, pour… Moi, je vais te dire, moi, c'est les patients qui me l'ont appris. Lors du 5e plan autisme chez nous, on discutait avec les autoreprésentants et il y avait les parents et il y avait les qui disaient ah alors voilà les psychanalystes on en a marre etc. Ben, les autoreprésentants ils nous ont dit voilà pour nous c'est très simple. Nous on est différents et c'est pas une maladie. Par contre comme on est différents on souffre et à cause de notre souffrance on a besoin des psychiatres. Donc oui, nous, on a besoin des psychiatres, mais pas parce qu'on est autiste, parce qu'on est différent et à cause de ça, on souffre. Ben, c'est pareil pour les hyperactifs. Et donc, du coup, il ne faut pas appeler ça un trouble neurodéveloppemental. Il faut appeler ça une différence qui, de ce fait, fait souffrir. Et nous, en tant que soignants, on s'occupe de la souffrance des gens. On lance le débat là autour, vu que c'est un débat. Alors, Bruno, ton propos concerne uniquement ce que tu appelles les hyperactifs essentiels. Voilà, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et en ça, effectivement, tu retrouves le discours de Laurent Mottron sur les autistes. Absolument. Ouais. Exactement ça. Alors, je ne sais pas si d'autres personnes veulent intervenir. Je ne sais pas s'ils ont l'accès à leur micro. C'est ça la question que je me posais. Ils ont l'accès à leur micro. J'ai 2 personnes qui ont levé la main et une personne qui a posé une question très longue sur le module conversation. Donc peut-être que quelqu'un entre-temps pourrait la lire et puis y répondre. En attendant, je pourrais donner la parole à Alison Ourny. Si jamais j'ai lu la question. Moi, je peux lire la question si vous le voulez. Puis peut-être Madame Ourny, vous commencez, puis après ça, on prendra la question écrite. Oui, je me posais une question. Du coup, je pose la question à Bruno. Je me demandais si, du coup, pour vous, l'hyperactivité, elle empêche, du coup, la dépression, surtout névrotique, ou est-ce que est-ce que ça empêche juste la dépression névrotique, ou est-ce que ça empêcherait aussi l'autre dépression? Est-ce que les hyperactifs, pour vous, ils seraient toujours heureux? Et est-ce que ça s'applique aussi, selon vous, à l'adulte atteint de TDAH ou pas? Alors, la réalité, c'est que bien sûr, plein d'hyperactifs sont déprimés. C'est la réalité clinique. Mais en fait, ils sont déprimés, c'est des dépressions réactionnelles. C'est des dépressions réactionnelles, c'est-à-dire c'est un problème de baisse de l'estime de soi, avant tout. Tout le monde les déteste, on les stigmatise, on dit qu'il ne va rien, etc. Et donc, là, c'est un mécanisme très bien expliqué par la psychologie cognitive, c'est que du coup, ils deviennent déprimés par effondrement de l'estime de soi. Mais ce n'est pas une dépression au sens de stagnation du temps vécu. Un hyperactif, il n'est pas dépressif au sens de la stagnation du temps vécu, comme quelqu'un de névrosé qui est en train de ressasser le malheur de l'existence, l'interrogation sur la vie, etc. Ce n'est pas du tout ça. Il est malheureux et il va prendre des toxiques pour essayer de vivre sa maladie. En fait, on est piégé par le fait qu'à cause du DSM, il n'y a qu'une seule dépression. Mais en fait, en termes psychopathologiques,
Il y a plein de façons d'être déprimé. Et pour un psychothérapeute, c'est quelque chose d'essentiel parce qu'il y a plein de façons de prendre en charge par psychothérapie un déprimé. Bruno, si je peux me permettre, peut-être que je rajouterais quelque chose, peut-être si j'ai bien compris la question, c'est est-ce que l'hyperactivité pourrait représenter ce que les psychanalystes appellent la défense maniaque, c'est-à-dire je ne ressens pas la tristesse que je vis et je lutte inconsciemment contre mon ressenti ou contre la dépression en ayant constamment une activité extérieure et autre. Alors non. Je ne sais pas non, si non. tu peux répondre à ça. Absolument, c'est une très bonne remarque, mais non, ce n'est pas une défense maniaque, ils sont fondamentalement joyeux à l'origine, au tout début de la vie. C'est entre 5 ans, 6 ans, 7 ans. Très vite, ça bascule après, à cause de la stigmatisation. Mais au tout début, en fait, ils sont joyeux, et comme je le disais tout à l'heure, un joyeux, ce n'est pas un maniaque. C'est vraiment pas la même chose. Et d'ailleurs, ça se sent, une défense maniaque, ça sonne faux, quoi. Une défense maniaque, on sent que les gens, ils vont pas bien, hein. Ça grince, quoi. Peut-être j'aimerais juste rebondir sur un mot qui m'a vraiment beaucoup parlé dans ce que Bruno a dit, c'est le mot intentionnalité. Notamment parce que c'est à la base en fait de la mentalisation. Ça remonte à Brentano et aux philosophes aussi phénoménologues. Et de dire qu'il y a non pas un trop-plein, mais une intentionnalité comme ça constante, je crois que ça peut aussi éclairer les lignes du débat qui se présente. Ce que je dirais, c'est que l'intentionnalité ou l'intention, elle a besoin d'atterrir à quelque part. Autrement dit, elle a besoin de trouver un objet, de trouver une surface sur laquelle elle va pouvoir se réfléchir et puis éventuellement être utilisée par l'individu. Donc, chez le bébé, si c'est des jouets ou si, je veux dire, il y a un plaisir énorme à déjà bouger d'une manière, entre guillemets, hyperactive ses membres, à dire, OK, donc du coup, j'ai mon intentionnalité et puis je bouge. Et puis, Piaget avait déjà noté qu'il y a un plaisir énorme à produire des gestes qui font peur après parce qu'on croit que c'est des gestes autistiques, mais ce n'est pas du tout des gestes autistiques. Okay. Et puis, ces patterns de réflexion de l'intentionnalité jusqu'à son résultat, entre guillemets, deviennent de plus en plus éloignés, en particulier avec le monde social. D'accord? Et à quelque part, le monde social, c'est-à-dire les parents, éventuellement la crèche, le jardin d'enfants, à 5-6 ans, l'école primaire, etc., vont refléter quelque chose de cette intentionnalité. Et c'est là où je rejoins aussi ce qui est dit par Bruno, c'est que lorsque c'est reflété d'une manière à dire que cette intentionnalité-là, elle est insupportable, ben, du coup, il y a une atteinte à la joie, on va dire, qui est fondamentale. Et il y a une caractérisation, et là on rejoint la question de Liviu qui est écrite, il y a une pathologisation du social, il y a une forme de violence. OK? Absolument. On va dire c'est comme ça pour tout le monde, d'une part, et d'autre part, il y a quelque chose qui est propre à la violence humaine, qui est dans la nécessité de former des groupes, entre guillemets. Dans le sens où, dès lors qu'on forme des groupes, on va imposer une certaine violence à ces intentionnalités multiples. Et
je dirais, c'est un peu facile à dire, c'est probablement un peu trop schématique, mais c'est peut-être pas pour rien qu'on retrouve les soubassements génétiques de ce qu'on appelle aujourd'hui le TDAH chez nos ancêtres humains qui ont en fait foutu le camp du groupe et qui ont été explorés des contrées lointaines pour pas avoir affaire à ce groupe. Le problème, c'est que jusqu'à temps que Elon Musk nous amène sur Mars pour y vivre, là, la Terre est surpeuplée et les gens qui ont cette intentionnalité-là sont pris avec nous, avec nos groupes. Donc, du coup, oui, il y a une pathologisation, on va dire, sociale, absolument. Mais je crois qu'il y a aussi une souffrance assez fondamentale chez l'individu qui ne trouve pas la durée suffisante pour avoir un reflet de son intentionnalité. On est complètement d'accord. Hein. On est complètement d'accord. Et là, il y a un problème aussi dont l'individu propre doit se rendre responsable. C'est-à-dire de dire, mais au fond, qu'est-ce que je vais faire moi pour contribuer à élargir cette durée pour me trouver dans une autre qui est plus ou moins disponible? Parce qu'on peut bien sûr blâmer la société, blâmer le groupe, blâmer la violence humaine. Et puis, tout ça, c'est absolument… je veux dire, on devrait effectivement être capable que les groupes soient capables de s'adapter à l'infini, mais on n'y arrive pas. Okay? Donc, du coup, il y a une négociation entre la responsabilité individuelle et la responsabilité groupale pour négocier autour de cette relation entre intentionnalité, objet et durée, qui pour moi est une espèce de triade autour duquel on peut penser aussi à la mentalisation. Alors, juste pour rebondir là-dessus, parce que ça rejoint les deux choses. Alors, comment rendre, parce que Bruno dit, en fait, ce sont des enfants ou des ados joyeux, hein, pour une partie en tout cas, et ça je partage l'appréciation clinique de Bruno. Nous, on a des patients qui ne se rendent pas compte, parce qu'ils n'en souffrent pas, finalement, de leur hyperactivité. Donc, comment faire ou rendre plus conscients ces patients du fait qu'ils posent problème à leur entourage et qu'ils ne sont pas finalement intégrés dans la société. Parce que pour eux, ça ne pose pas forcément. On a des patients qui ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de détruire leur famille, qu'ils sont en train de détruire leur entourage, de par leur activité. Parce que là, je rejoins vraiment Bruno. Il y a une partie de ces patients pour lesquels ça ne pose pas de problème. Et c'est la société qui leur dit ben, c'est un problème. C'est la famille qui va dire c'est un problème. Comment on peut imaginer aborder cette problématique-là? Alors, ce que tu dis est cliniquement complètement pertinent. Hein. C'est quelque chose qui arrive régulièrement. Il y a une cécité, et je ne pense pas que c'est une défense. Hein. Il y a une cécité, il est tellement à l'intérieur, il est tellement lui qu'il ne peut pas… C'est comme quelqu'un à qui on dit « Non, mais tu as trop chaud, en fait. Non, nous, on a froid, et toi, tu es le seul à avoir chaud. » Et il dit « Non, non, moi, j'ai trop chaud. » Voilà, et c'est moi qui ai raison, j'ai trop chaud. Et ils sont comme ça. Et c'est extrêmement difficile c'est extrêmement difficile. Alors, on peut y arriver, mais le problème, c'est qu'ils sont jeunes. Et donc, bon, il faut faire avec les capacités de mentalisation d'un enfant de 5, 6, 7 ans. Ce n'est pas évident. Mais hein. moi, je ne parle pas forcément des jeunes, hein. Je parle aussi des Ah oui, mais moi, c'est ce que je vois. Et c'est la même chose chez l'adulte, c'est ça le Moi, problème. c'est ce que je vois. Ben, pour les adultes, je ne sais pas. Je vous laisse répondre. Hein. J'ai une main levée depuis un petit moment, c'est Bon, Youssef. on va y aller sur les questions peut-être. Oui, Youssef. Attends, mais peut-être Martin, tu voulais peut-être aborder la longue question ouais. avant. Enfin, je l'ai abordé un petit peu en partie dans ma réponse. Moi, je voulais plus adresser ton commentaire. Donc, peut-être la question pour moi, quand j'entends ta question, c'est où commencer? Parce qu'en fait, on a souvent tendance à penser comment faire, et puis on s'imagine tout le processus thérapeutique qu'il faut maîtriser pour voilà,
soigner ou aider ou faire en sorte qu'ils aient plus ce problème-là. Hein. Je sais pas, moi, c'est ce gars qui est en train de ruiner la vie de sa famille, mais il s'en fout complètement. Okay? Donc, si on part de l'idée qu'ils sont seuls dans leur expérience, notre point de départ, ça va être comment est-ce que je vais essayer de l'accompagner dans son expérience? Comment est-ce que je vais essayer de créer une situation où je suis avec lui dans l'expérience? Okay? À partir de ce moment-là, ça pour moi, c'est un principe des thérapies basées sur la mentalisation, c'est-à-dire où est la personne et comment je fais, le premier pas que je dois prendre, c'est d'essayer d'être avec cette personne là où il est pour qu'on puisse parler de cette expérience-là. Parce que sinon, il est en train de te parler d'une expérience qu'il sait que tu ne comprends pas. Et donc, il revit la solitude de ce qu'il vit à chaque jour en t'en parlant et en voyant le psy, pas toi mais d'autres, faire « Ah oui, ok, je comprends. » Non, je ne comprends rien. Et donc, quel va être le moyen, et là, ça peut être patient spécifique ou on peut généraliser des techniques psychothérapeutiques là autour, ce qu'on fait un peu avec la confiance épistémique, mais comment… Et c'est pour moi absolument essentiel de ne pas sauter cette étape parce qu'on devient très impatient avec eux et on saute cette étape souvent, à mon sens. Ouais. Yasmine, tu avais une main levée? Oui, Youssef, la parole est à vous. Youssef? Oui, oui, vous m'entendez? Bonsoir. Oui, oui, très bien. Oui, alors c'est une question un peu sur l'intervention du professeur Falissard, donc, qui nous a invités à distinguer des différents phénotypes et différentes présentations cliniques du symptôme hyperactif. Et puis effectivement, en pratique, on voit qu'il y a vraiment des enfants très différents avec des symptômes très différents. Juste une question de votre expérience à vous tous. Est-ce qu'il y a au niveau médicamenteux, par exemple, des choses qui seraient plus spécifiques à certaines présentations cliniques que d'autres? Par exemple, certains psychostimulants ou certaines indications d'adjonction d'antidépresseurs qui seraient plus pertinentes pour certains phénotypes hyperactifs. Voilà. C'est une super question. C'est une super question clinique. Mais écoute, moi, je vais te répondre simplement. J'ai été dans un jury une fois pour auditionner un brillant pédopsychiatre anglais qui faisait un travail sur trouver des marqueurs génétiques pour savoir connaître la réponse à un traitement par stimulant dans l'hyperactivité. Bah, moi, je lui dis, tu sais, hein, t'as qu'à essayer. Hein. En 3 jours, tu as la réponse. La sensibilité, elle vaut 100%. La spécificité, elle vaut 100%. Et ça ne coûte rien. Donc, tes marqueurs, ça ne va pas servir à grand-chose. Donc, si tu veux, ce n'est pas très élégant, mais la clinique, ce n'est pas forcément très élégant. L'énorme avantage des stimulants, c'est que en une semaine, tu as la réponse. Donc, et là, il faut être humble. En fait, tout le discours psychopathologique que j'ai eu, ça colle pas tellement avec l'efficacité. Alors, un peu. Ça colle un peu avec l'efficacité médicamenteuse. C'est-à-dire, j'ai l'impression, mais ce n'est pas supporté par des études, hein, bien sûr, hein, mais j'ai l'impression qu'un hyperactif essentiel réagit mieux, en général, au méthylphénidate qu'un hyperactif syndromique où, en fait, c'est autre chose derrière. Mais c'est un peu, en fait, plein d'enfants dysharmoniques, maltraités et tout ça, qui ont une symptomatologie hyperactive et ils répondent bien au méthylphénidate. Hein. Donc, voilà, c'est la vie. Ouais, mais ça, c'est une impression. C'est une impression. Je partagerai peut-être la réponse, enfin, je confirme la réponse de Bruno. Chez l'adulte, on a à peu près les mêmes observations. C'est les traitements qui marchent bien symptomatiquement. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop si j'ai une dépression puis que j'ai des problèmes à me concentrer et que je donne du méthylphénidate à quelqu'un, je vais être plus concentré. Ce n'est pas parce que j'ai un TDAH, c'est parce que je suis déprimé. Si je dors mal le soir et puis que j'ai des problèmes de sommeil et que la journée, je vais avoir des problèmes à me concentrer et puis que je lutte sur ces problèmes de concentration en hyperactivant, et si je prends du méthylphénidate, je vais réduire mon hyperactivité, je vais me concentrer
c'est des traitements qui marchent bien indépendamment probablement de la présentation clinique. Mais est-ce qu'on pourrait pas, de votre pratique clinique, est-ce que certains stimulants, je ne sais pas, la tomoxétine par exemple, seraient plus indiqués dans des profils associés à l'anxiété on n'a moins pas C'est une très d'évidence bonne suffisamment question, mais solide pour ça. c'est super difficile de mettre ça en évidence expérimentalement. On n'a pas. Il faudrait des milliers de sujets, Il faudrait que ça soit, dans l'idéal, randomisé, parce que si tu randomises pas, on risque de donner la tamoxétine ou du méthylphénidate à des patients différents. Donc, tu sais, en fait, on s'est posé cette question dans les années 90 à propos des déprimés ralentis ou des déprimés impulsifs. L'idée, c'était que les SSRI, c'était bien dans les déprimés impulsifs et les antidépresseurs plutôt dans les déprimés ralentis. Alors là, la question, elle était carrée. On n'a jamais réussi à démontrer ça. Jamais. Si ça se trouve, c'est vrai, hein, mais c'est trop difficile à montrer expérimentalement. C'est vraiment la conclusion, c'est que c'est trop compliqué. Donc, moi, je rejoins Bruno, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte, on n'a pas suffisamment. C'est trop difficile à démontrer ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bruno, Martha, il y a une question de Delphine qui se pose. Là, vous pouvez la lire directement, mais je fais un commentaire. Est-ce que vous avez beaucoup centré, tu as besoin de centrer beaucoup sur l'hyperactivité, moins sur le déficit attentionnel ou sur les difficultés exécutives qu'on trouve chez certains patients où la dimension exécutive est quand même vraiment problématique? Est-ce que, à votre avis, ce n'est pas du tout la même chose? C'est-à-dire que c'est des profils qui ne sont pas superposables à ce profil un peu pur, essentiel, et donc plus lésionnel, éventuellement, neurologique, neurodéveloppemental, là où la dimension dite exécutive est au premier plan. Ça aussi, c'est une très belle question. Hein. C'est une très belle question et moi, j'en sais rien. Hein. Alors, avec un peu de bipolarité peut-être. Hein. Barclay, lui, dans son modèle, mettait les troubles attentionnels purs, les exécutifs, ailleurs par rapport au TDAH, comme si c'était des mécanismes différents. Bon, puis après, il y a aussi des hypothèses qui ne sont pas psychiatriques, mais qui sont sociétales. Hein. Les sociologues se sont beaucoup intéressés à la différence entre hyperactivité, impulsivité et difficulté attentionnelle, parce que dans les études épidémiologiques chez les enfants, les attentionnels sont beaucoup plus les filles et les hyperactifs impulsifs sont beaucoup plus les garçons. Les sociologues, et surtout les sociologues qui s'intéressent aux sociétés patriarcales, entre guillemets, se sont intéressés à cette problématique-là et postulent que la différence entre attention et hyperactivité est une conséquence de la pression des sociétés patriarcales, à savoir qu'on autorise plus facilement les garçons à exprimer le déficit d'inhibition sous une forme externalisée, c'est-à-dire bagarre et machin, et que c'est beaucoup plus accepté que des garçons crient, fassent des bagarres, etc. Chez les filles, dans les sociétés patriarcales, c'est beaucoup moins autorisé, et donc ça transforme la difficulté d'inhibition en un trouble internalisé. Moi, je suis assez partisan de cette hypothèse-là, c'est-à-dire qu'on a un même trouble, mais qui s'exprime différemment en fonction de la pression sociétale, c'est-à-dire qu'on a surtout étudié le TDAH dans les sociétés dites patriarcales, évoluées, entre guillemets, je ne sais pas comment on les appelle, les sociétés modernes, pas en voie de développement. Ce sont des sociétés dans lesquelles l'homme domine, le patriarche domine, et donc on a cette différence, mais qui est simplement une différence sociétale. J'aimerais bien entendre peut-être Martin et Bruno là autour. C'est hyper intéressant. Moi, j'ai absolument pas la réponse à cette question. C'est une question très complexe. C'est vrai que aussi cliniquement, on voit que ça se présente vraiment très différemment. Il y a toute une série d'études, comme l'a souligné Mario, qui tentent de dire ok, on va incriminer différents processus cognitifs pour l'inattention, pour la vigilance, pour le contrôle exécutif. Je veux dire, honnêtement, je n'ai pas la réponse. Je crois que cette piste sociologique ferait intervenir aussi toute une série de facteurs de communication développementale très précoces
que du coup, ils arrivent à capter. Est-ce qu'il y a des facteurs aussi hormonaux ou autres? Honnêtement, je ne connais pas assez pour pouvoir répondre à ça de manière utile. Il Oui. y a une question de Véronique qui… J'ai une très belle Ah, pardon, anecdote non. sur ce que tu venais de dire, c'est que j'ai eu un collègue japonais, je discutais avec un collègue japonais, je lui disais, vous avez de l'hyperactivité chez vous? Et il m'a répondu, oui, nous avons de l'hyperactivité, mais vous ne diriez jamais qu'ils sont hyperactifs. Oui, il y a une question évoquée par Véronique à propos de ce que Bruno, tu évoquais, du fait que ces enfants rencontrent un environnement qui les empêche de s'exprimer, alors que si l'environnement était plus adapté, ça permettrait une certaine euh, réalisation de soi. Et alors, quel rôle, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour l'environnement, justement, pour être moins dans une posture négative, c'est-à-dire valoriser les aspects positifs. Alors, en quoi la psychoéducation est une manière un peu d'aborder la question? Alors, oui, moi je dirais plutôt les écoles Montessori et tout ça. C'est-à-dire, oui, bien sûr, je suis complètement d'accord avec Véronique, hein, c'est l'évidence, c'est l'évidence. Alors après, nous, c'est là qu'on a une incompréhension avec les sociologues, c'est que nous, on ne peut pas changer la société. Nous, on a un patient qui arrive avec une famille, il faut qu'on leur propose une solution. On leur dit, c'est la société, au revoir madame, appelez votre député, forcément, ça ne va pas marcher. Donc c'est là que les sociologues disent, ah oui, c'est la société. Ben ouais, si c'est la société, nous, on arrête notre métier. Alors après, néanmoins, c'est vrai que pour l'enfant, la société, c'est beaucoup l'école. Et il y a des écoles alternatives. Et c'est vrai, enfin, Mario, je suis sûr que tu as eu déjà les mêmes expériences, hein, mais c'est vrai que des enfants hyperactifs, parfois, d'ailleurs, moi, juste pour vous donner une anecdote, hein, j'ai un patient hyperactif, il prend de la Ritaline en fonction de la maîtresse qu'il a à l'école. C'est-à-dire qu'en début d'année, on discute de la maîtresse et il me dit, là, cette année, je ne vais pas tenir. Vous voyez à quel point c'est impressionnant, hein. C'est vraiment c'est vraiment l'environnement, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des écoles alternatives, c'est vrai qu'il y a Et puis après, quand ils sont adultes, l'environnement, c'est le travail. Et c'est vrai que beaucoup d'hyperactifs choisissent un travail Alors, qui s'adapte à leur hyperactivité, hein. ça c'est sûr qu'une notion qu'on a tous appris quand on travaille avec le TDAH à valoriser, c'est la notion de niche écologique adaptée à leur profil. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui, dans notre expérience clinique, ceux qui évoluent bien, ceux qui arrivent à avoir suffisamment conscience de leur fonctionnement pour choisir des environnements qui sont compatibles avec leur manière d'être. Et c'est là que peut-être toute la dimension aussi psychoéducative de travail sur les cognitions et sur leur fonctionnement peut les aider. Donc, est-ce que le rôle de la psychothérapie, c'est aussi les aider à prendre conscience un peu de leur fonctionnement qui leur permet de s'adapter mieux. Et donc, ça réduit, c'est moins les obliger à développer une sorte de faux self adaptatif avec la société, mais à sélectionner les lieux, les personnes, les contextes qui sont pour eux plus positifs. Alors, je vois une très bonne question de Liviu, là. Et les effets des écrans et du digital qui induisent des problèmes de concentration et attention chez nous tous. Et qui fait Bruno, je t'interromps 30 secondes, et qui fait un corollaire avec une question juste avant sur les addictions en général. Ah oui, j'ai pas vu. Si on peut juste aborder ce sujet-là, donc addiction, écran. Donc moi, je réponds juste pour Liviu parce qu'en fait, on a travaillé sur ce sujet-là très précisément. Et de mon point de vue, c'est très différent. C'est-à-dire que oui, les écrans et le digital induisent des différences de modalités attentionnelles, mais c'est du fractionnement attentionnel. C'est-à-dire qu'on voit chez les jeunes un fractionnement attentionnel que les enseignants prennent pour une hyperactivité avec déficit de l'attention. En fait, ce n'est pas la même chose. En fait, ils sont multitâches. Et là aussi, le problème, c'est qu'ils deviennent dominants. Et c'est qu'on ne va pas avoir le choix. On doit adapter nos modalités pédagogiques à l'évolution des capacités attentionnelles des jeunes qui sont liées à un fractionnement attentionnel avec du bien, c'est-à-dire ils peuvent être multitâches largement, et avec du moins bien, c'est-à-dire que 20 minutes d'attention, c'est trop. Et je vais peut-être rajouter juste un tout petit élément à la réponse de Bruno.
il y avait une étude, alors moi j'aime bien les études en sociologie, hein, c'est comme ça, mais il y avait une étude en sociologie qui a été publiée en 2013 ou 2014, je ne me rappelle plus l'auteur, qui s'était intéressé à la quantité d'écran que regardaient les enfants et le lien avec les difficultés attentionnelles aux États-Unis. Ils avaient observé qu'il y avait une corrélation très significative entre les difficultés attentionnelles, et je ne parle pas de troubles déficit d'attention ou d'hyperactivité, hein, c'est vraiment les difficultés attentionnelles et la quantité d'écran vus par les enfants au cours de leur développement. Et quand on contrôlait sur le niveau socio-économique des familles, ça disparaissait complètement. Ce qui veut dire que, grosso modo, c'était le fait qu'on ait des parents qui ne pouvaient pas s'occuper des enfants et qui finalement mettaient leurs enfants devant les écrans, qui étaient responsables de la difficulté attentionnelle et pas en soi le fait de regarder des écrans. Ça avait quand même vachement questionné l'impact des écrans en soi, dans le sens que si on grandit dans un environnement qui est OK et qui, de facto, va être attentif aux soins des enfants, la quantité d'écran n'est pas le problème. C'est-à-dire qu'on va avoir un problème de quantité d'écran dans les familles dans lesquelles le niveau socio-économique est bas et que le parent qui doit avoir 2 boulots en même temps va devoir forcément occuper ses enfants en les mettant devant les écrans. Donc, en fait, la réponse n'est pas si simple que ça. Et il semble qu'un des facteurs qui sont plus importants dans le développement des difficultés attentionnelles ne soit pas réellement les écrans, mais le désintérêt des parents pour leurs enfants. Je ne sais pas si Bruno, tu veux peut-être rajouter quelque chose. Je suis complètement d'accord, bien sûr. J'ai une question. Karine, est-ce que tu veux intervenir? Karine? Are you there? Karine? Elle n'est plus là. Alors peut-être qu'on peut répondre à la question d'Alexandre. Mario? Oui, alors Alexandre posait la question des liens entre TDAH et addiction. Est-ce que la pleine conscience, les stratégies de mindfulness sont utiles dans ces types de situations? Est-ce que vous avez un commentaire? Martin, je pense que c'est toi qui dois répondre. Martin, tu veux peut-être répondre. Nous, on fait de la pleine conscience pour le TDAH, donc je sais que ça fonctionne parce que finalement, on augmente la mentalisation de soi. Mais Martin, tu voudrais répondre à cette question? Écoute, je suis pas un spécialiste des addictions. Je crois, moi, je reviens toujours, c'est-à-dire, il y a l'idée qu'en fait, il y a 1 ou 2 bonnes psychothérapies qui pourraient marcher. En fait, il y a 1265 modèles de psychothérapie qui ont un certain nombre de preuves empiriques. Et puis, elles sont toutes convaincues que la thérapie voisine est moins bonne que la leur. Donc, oui, il y a des preuves empiriques que la mindfulness, ça fonctionne, et tant mieux. Et il y a aussi des preuves empiriques que pour certaines personnes, ça ne fonctionne pas et que d'autres choses pourraient fonctionner. Okay? Donc, dès lors où on est dans un champ de la psychothérapie, et là, j'avais notamment il y a une jolie étude qui est sortie sur des adolescents avec des troubles de conduite qui font une thérapie systémique multidimensionnelle comparée à un traitement usuel. Ces enfants ont aussi des troubles de l'attention, l'échantillon à peu près 30% de troubles de l'attention, 80% de troubles des conduites, etc., etc. Les 2 psychothérapies ont fonctionné et les 2 psychothérapies ont eu un effet sur la psychopathologie en général et les troubles externalisés. Et les 2 psychothérapies ont absolument eu aucun effet sur l'attention. 0 effet. Okay. Ça, c'est une étude. Il y a toute une série d'autres études qui commencent à regarder au fond la psychothérapie, ça a un effet sur quoi? La psychothérapie, et peut-être que je peux montrer juste une diapositive pour le plaisir
du truc. Ce qu'on commence à, en tout cas ça c'est une hypothèse dans le champ des recherches en psychothérapie. Je ne sais pas si vous voyez là. Ouais. Ah ouais. Donc, si on prend tous les symptômes ici, on a nous tendance, je vais peut-être faire ça comme ça, on a nous tendance à les associer en troubles. Agression, opposition, antisociale, inattention, hyperactivité, attention, irritabilité, rumination, humeur, inquiétude, panique, anxiété. Okay? Il se trouve que ces mêmes symptômes ont aussi une part de leur variance qui est commune. Autrement dit, il y a quelque chose de commun à tout ça. D'accord? La question est, la psychothérapie, elle intervient sur les symptômes, sur les troubles ou sur le facteur P. Et de plus en plus d'études montrent que peu importe le style de psychothérapie, mindfulness, mentalisation, psychodynamique, TCC, etc., il y a surtout des effets sur le facteur P. Et lorsqu'on élimine les effets sur le facteur P, des fois on a des effets paradoxaux. Par exemple, dans cette étude, il y a une augmentation de l'anxiété chez les jeunes. Vous me direz, ils ont peur de rien, donc ce n'est peut-être pas une mauvaise chose qu'ils se stressent un peu plus. Et puis, il n'y a aussi aucun effet sur l'attention. On a les mêmes résultats dans une étude sur le trouble de la personnalité borderline, où en fait, les effets sont sur le facteur P, mais ne sont pas sur les diagnostics eux-mêmes. Donc, je crois que tranquillement, peut-être que j'ose prédire que d'ici 20 ans, on va peut-être sortir de cette recherche du Graal psychothérapeutique et se rendre compte en fait qu'il y a un certain nombre de systèmes en fait de communication thérapeutique qui ont un impact. Et on va essayer de comprendre comment on peut activer ces systèmes de communication thérapeutique pour avoir un impact. Donc, avec ceux qui ont une addiction et un trouble de l'attention, il y a deux défis qui se présentent dans la mesure où vous avez deux compétiteurs à leur bien-être, parce qu'ils sont bien quelque part. Ils sont bien en ayant trouvé ces solutions-là de gestion, si je reprends, de gestion de leur intentionnalité. D'accord? Donc, du coup, la question devient pourquoi la thérapie mindfulness pourrait marcher dans ces cas-là? Parce que, à mon avis, ce que vous faites, c'est que vous accompagnez une expérience, parce que la mindfulness, il ne va pas la faire tout seul à la maison, aucune chance. No chance. Okay? Mais vous allez accompagner la personne dans un moment où vous allez vivre une durée avec lui et vous allez porter ensemble votre attention sur l'effet que ça a sur son intentionnalité. Donc, pour moi, c'est ça la mindfulness. Après ça, c'est un cadre qui est super. Okay? Est-ce que c'est la seule chose qui existe au monde? Non, ça c'est du marketing. Parce que ce qu'on dit pas assez, c'est que depuis Freud, on est en compétition financière les uns contre les autres. Donc du coup, voilà. Mais en fait, on est en train d'exploiter les mêmes mécanismes avec des présentations différentes, des présentations dans lesquelles il est fort important que les patients se reconnaissent. Si quelqu'un estime qu'il a un problème au cerveau, quelque part, je vais devoir entendre ce vocabulaire et l'accueillir. Okay? Même si moi, mon modèle, il n'est pas nécessairement ultra neurodéveloppemental. Okay? Mais je vais devoir, la porte d'entrée, c'est la manière d'être au monde, si vous voulez, du patient. Et c'est là où moi, je peux éventuellement l'accompagner et vivre une expérience. Après ça, moi, j'ai mes techniques. Du coup, je vais
effectivement travailler dans ce sens-là, mais ça ne veut pas dire que c'est la seule chose au monde et ça ne veut pas dire que je fais quelque chose de fondamentalement différent que le voisin. Et je suis complètement d'accord, mais en fait, Martin, ce que tu viens de dire, c'est l'exercice de la médecine, hein. Le médecin doit accepter le patient tel qu'il est et nous devons agir avec lui à partir de ce qu'il est. C'est vrai même en médecine somatique, hein. Et si aujourd'hui les gens vont voir, je ne sais pas si en Suisse c'est pareil, mais en France ils vont voir des acupuncteurs, etc., tout un tas de médecines non orthodoxes, c'est parce qu'avec les médecins occidentaux classiques, ils n'ont pas d'écoute comme ce qu'ils sont. On les prend pour des organes, etc., mais eux, ils ne veulent pas être considérés comme ça. Je suis 100% d'accord, hein. C'est très extrêmement. Alors, donc, on a peut-être une dernière question avant de nous arrêter de Ra qui se demande, on a évoqué l'importance de suivre les intérêts. Enfin, il y a que les enfants, les personnes TDAH peuvent se retirer dans leur intérêt restreint, spécifique, leur intentionnalité ciblée sur certaines choses. Est-ce qu'en thérapie, c'est quelque chose qui doit être plutôt suivi, accompagné? Peut-être Martin, c'est ce que tu venais de dire, il y a quelque chose d'une rencontre autour de ce qui est leur manière d'être. Absolument. C'est pas la rencontre, c'est-à-dire d'aller dans un premier temps avec eux, va me permettre ensuite de faire remarquer à la personne que quand il fait ça, il me laisse sur le trottoir. Mais je ne peux pas lui dire, mais là, tu rentres dans tes trucs d'intérêt personnel et puis tu me laisses sur le trottoir. Là, je suis largué. Je ne peux pas lui dire d'entrée de jeu. Mais si je l'accompagne, ça va éventuellement me donner la possibilité de l'intéresser à l'effet qu'il peut avoir sur moi ou sur d'autres. Et donc, du coup, travailler autour de ça. Martin, Bruno, Nader, merci de ces échanges passionnants. Je pense que tout le monde a apprécié un peu votre engagement, votre créativité, votre intérêt pour ces patients qui sont difficiles, mais aussi qui nous donnent beaucoup de satisfaction au quotidien dans les rencontres qu'on a avec eux. Donc, je remercie tous de votre participation. L'enregistrement de la conférence sera disponible sur notre site mentalisation.org et donc vous aurez l'occasion de revoir éventuellement cette conférence et on espère vous retrouver pour d'autres activités de notre réseau. Allez souvent, allez sur le site, regardez les différentes activités que nous pouvons proposer. Et donc, merci à nos intervenants et on espère à d'autres essentiels pour pouvoir changer autour de la mentalisation et des thématiques qui tournent autour, qui sont au centre de nos intérêts cliniques et théoriques. Merci à tous, Martin, Bruno, Nader, et merci à Jasmine Bruno, pour l'organisation. C'était vraiment super, merci beaucoup, hein. Merci Nader. Merci aux intervenants, c'était hyper passionnant. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonne soirée.